Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'Association française de zootechnie de nous avoir donné l'opportunité de monter ce webinaire sur les objectifs et les outils de la génétique dans les perspectives de la transition agroécologique des élevages. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'abord, pour vous rappeler en fait, les productions animales sont un peu un tournant de leur histoire aujourd'hui. Je vais avoir un affichage où ça ne me mange pas tous les morceaux. J'ai eu un problème de partage d'écran tout à l'heure et c'est pas grave. On va essayer de rester comme ça, mais je vois pas je vois pas l'entièreté des diapos. Ça y est, ça va aller. C'est bon. Donc, vous êtes tous au courant des énormes gains de productivité et d'efficacité dans l'agriculture depuis les années 50, hein, qui sont bien sûr accompagnés aussi, sont accompagnés d'une spécialisation des régions de production, d'une diminution de l'orientation, d'impacts environnementaux progressivement négatifs, hein, qui se sont amplifiés, malgré bien sûr des mesures pour contrer cette évolution, et puis des interactions de plus en plus fortes entre élevage, santé, bien-être de l'homme. Euh, On pense en particulier sur ces actions, sur les éléments de termes d'antibiorésistance ou de choses de ce type. On sait aussi, malgré tout, que l'élevage a beaucoup d'atouts. J'ai cité ici les apports nutritionnels et qu'il y a plein d'externalités positives qui sont à renforcer en termes d'environnement, de maintien d'espaces ruraux, de biodiversité domestique et sauvage. Avec Jean-Louis Perrault, à qui j'ai emprunté cette diapositive produite dans le cadre du laboratoire d'innovation territoriale Westerel, on a essayé de synthétiser sur cette diapositive l'ensemble des enjeux, des services et des voies de progrès associés à l'élevage, dépendant des éléments du climat, des ressources, des écosystèmes, de biodiversité, de santé, bien-être des animaux et des hommes, et de territoire et de société. Vous voyez, les enjeux ont été mis en rouge tant sur le revenu, le renouvellement des générations, le choix de système d'élevage et la consommation de viande, que c'est les émissions de gaz à effet de serre, ou que les compétitions entre alimentation humaine et alimentation animale, consommation de surface, d'eau, dégradation des écosystèmes ou déforestation, et puis la prise en compte des bien-être animal, des zoonoses et des épizooties et d'antibiorésistance. Si on regarde les services hein, associés, bah, ils sont nombreux en termes d'emploi et de dynamisme des territoires ruraux, de stockage de carbone et de séquestration du carbone, en particulier par l'exploitation de prairies, sur les recyclages des biomasses, sur les valorisations de surfaces non cultivables, sur l'entretien des paysages, sur le bouclage des cycles. Et si on regarde les voies de progrès, elles sont aussi nombreuses en termes d'attractivité, d'évolution des systèmes, de mitigation des émissions et d'adaptation des effectifs à ce qui est supportable par les systèmes, de répartition géographique de l'élevage, et puis les conditions d'élevage, biosécurité, vaccination et réduction des antibiotiques. Donc, si on se projette dans des filières élevage et d'agroalimentaire responsables et durables dans le futur, il faut qu'on réussisse à avoir un élevage qui garantit la sécurité alimentaire par son rôle dans l'agriculture circulaire et la sécurité nutritionnelle, grâce aux fonctionnalités des aliments d'origine animale, tout en maintenant l'utilisation des ressources dans les limites planétaires, en réduisant l'impact environnemental net négatif associé à ces productions, en promouvant la fourniture de services écosystémiques et de biodiversité, en contribuant au maintien des moyens de subsistance d'espaces ruraux dynamiques, en fournissant des normes élevées, bien sûr, de santé et de bien-être du bétail et des humains, et en augmentant les capacités du secteur à résister aux chocs physiques, changements climatiques ou financiers en termes de résilience économique. Alors, des systèmes d'élevage plus durables, ça veut dire de plus faibles impacts sur le climat et une résilience au changement climatique. Ça veut dire des faibles incidences sur la qualité de l'eau et la qualité de l'air. Ça veut dire des normes élevées en matière de santé, de bien-être et d'utilisation responsable des antimicrobiens. Ça veut dire aussi l'utilisation efficace et sécurisée des ressources, la terre, le sol, l'eau, le travail humain aussi. La réduction de la dépendance à l'égard de ressources non renouvelables ou importées et la contribution au maintien des systèmes alimentaires dans les limites planétaires. Et la diversité des systèmes d'élevage, elle peut contribuer à des systèmes agroalimentaires circulaires compétitifs et durables. Elle doit
contribuer à la sécurité alimentaire nutritionnelle avec des régimes alimentaires de haute qualité à un prix restant abordable. Et elle doit contribuer à la restauration de la santé des écosystèmes et de la biodiversité. Alors, comment peut se faire le lien entre ces éléments-là et la génétique? J'ai essayé de vous les mettre dans des gros paquets pour les repositionner et vous verrez que les différents orateurs qui viendront après reprendront certains de ces éléments aussi. Donc, si on regarde le rôle dans l'agriculture circulaire, la sécurité nutritionnelle et la fonctionnalité des aliments d'origine animale, là, on est en lien avec des axes génétiques de productivité et de qualité des produits d'origine animale. Si on est sur le maintien de l'utilisation des ressources dans les limites planétaires et la réduction de l'impact environnemental, on est dans la limitation des rejets et du gaspillage, avec une amélioration de l'efficience dans la valorisation des aliments, dans la vie productive, dans la limitation des rejets. Si on regarde la fourniture de services écosystémiques et la biodiversité, le maintien de moyens de subsistance et d'espaces ruraux dynamiques, on est dans des axes génétiques qui vont intéresser la préservation de la biodiversité et l'intégration, une meilleure intégration des interactions génotype-milieu. Et vous verrez dans les prochains exposés que c'est quelque chose qui va revenir fréquemment. On a des normes élevées de besoins de santé, de bien-être et de bétail pour les hommes et les humains, pour les bétails et les humains. Là, on est dans les notions de santé. Il y a un papier qui va s'intéresser particulièrement à un caractère de santé et de bien-être. Et puis, il y a l'augmentation de la capacité du secteur à résister aux chocs physiques et financiers. Là, on est dans des éléments de résilience individuelle ou des populations pour le futur. Donc, c'est un peu ce que l'on va essayer de survoler dans les présentations à venir, avec des exemples un peu plus ciblés. Donc, quand on parle de génétique, sur quoi est-ce qu'on peut agir? On peut agir sur les facteurs intrinsèques à l'animal et son génome, ou sur l'expression de ce génome, ou sur les interactions entre cet animal, son génome et les génomes de son microbiote. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer d'illustrer. Je vais vous présenter très rapidement quelques rappels sur la sélection classique, quantitative ou génomique, en vue d'avoir une sélection sur des gènes favorables. On peut aussi favoriser ou comprendre l'expression de certains gènes, et c'est Hélène James qui vous fera une présentation en relation avec l'épigénétique. Ou alors, on peut considérer l'animal et son propre environnement pour une approche de métagénomique et la prise en compte de l'holobionte. Et là, on s'intéressera plutôt à un cas chez la poule avec Fanny Calange. Si on revient à des rappels très rapides de principes de la sélection, hein, la sélection consiste à estimer la part transmissible à la descendance des caractères à partir des meilleures informations possibles obtenues à partir des performances et des généalogies des animaux. Ça a été développé depuis les années 60 ou 50. Dans les années 80, on travaillait à partir d'évaluations polygéniques. On estimait la valeur génétique des animaux grâce à leur performance en ferme et à l'intégration de leur pédigré, de leur information de pédigré. Et c'est ce qui était classiquement mis en place. Il faut attendre les années 2000 avec les séquençages des génomes bovins, la construction d'une carte de référence, puis le développement de puces commerciales pour permettre ce qu'on appelle l'évaluation génomique, c'est-à-dire la prise en compte du génome de l'animal pour estimer son potentiel génétique, en plus des informations de performance et de généalogie. Ces intégrations se sont faites d'abord par des calculs séquentiels. Aujourd'hui, le déploiement se fait de méthodes de calcul dites single step, en une seule étape, qui permettent de combiner de façon optimale avec des méthodes statistiques appropriées les trois sources d'informations que sont le pédigré, les performances et les génotypes. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces éléments-là, je vais vous refaire un petit rappel très rapide du principe de sélection génomique.
en rappelant que désormais, c'est intégré dans un calcul unique. Il n'y a plus de séquençage, comme je vais le présenter sur cette diapositive, pour des raisons pédagogiques. Donc, en fait, le principe, il est basé sur une population de référence qui sont des reproducteurs très bien connus sur leur performance ou celle de leurs descendants. Là, ce sont des taureaux d'insémination de race montbéliarde, par exemple. Et à partir de ces éléments-là et la connaissance de leur génome à travers de puces qui contiennent aujourd'hui entre 50 et 80 000 marqueurs répartis équitablement sur le génome, on est capable de faire une association statistique entre les informations portées sur le génome, les formes aux marqueurs et les performances des animaux pour savoir que sur une portion de chromosomes ou pour une série de marqueurs combinés entre eux, on va avoir associé à chacune de ces associations de marqueurs et d'allèles des marqueurs une valeur associée. Par exemple, le segment rouge sur le taureau Y1, là, a une valeur de plus 2, alors que le segment orange, en haut, a une valeur de moins 3. Et on va les trouver après répartis, effectivement, ces segments-là, dans les différents taureaux d'insémination. Donc, on est capable d'estimer ces effets au marqueur, ou ce qu'on appelle des SNP, Signal Nucleotide Performances, pour les animaux, ce qui fait que quand on a un animal qui n'a qu'une information de génotype, que l'on peut obtenir très rapidement pour un animal après la naissance, eh bien, on va pouvoir estimer très rapidement et avec une précision moyenne à très élevée, suivant les tailles des populations de référence, les valeurs génétiques des animaux. Ces méthodes ont vraiment été responsables de changements très importants dans l'organisation de la sélection et dans son efficacité aujourd'hui en France et dans le monde. Elle a permis notamment une réduction très importante de l'intervalle de génération dans les espèces dans lesquelles c'était un facteur limitant du progrès génétique, en particulier les bovins. Ça a permis une augmentation de l'intensité de sélection parce que si le coût du génotypage est beaucoup plus faible que celui des contrôles sur descendance avant et des dispositifs précédents, on peut, pour le même investissement génétique, avoir une précision, une intensité de sélection beaucoup plus forte. Ça permet une meilleure précision sur des caractères à faible héritabilité, à condition de disposer dans la population d'une population de référence adaptée pour saisir les effets au marqueur. Une fois que ces effets sont saisis, on peut effectivement les mettre en œuvre facilement. Et puis, dans les espèces avec intervalle de génération long ou avec mise à disposition des caractères de façon séquencée dans la vie d'un animal, hein, vous avez d'abord les informations de naissance, de croissance, ou de voilà, vous n'aurez les informations de production laitière que sur les descendants femelles. Et si vous allez sur des informations de longévité et tout, il faut avoir une estimation de la survie des animaux pour un taureau donné, par exemple, et c'est des choses qui arrivaient très tard dans la vie d'un animal. Aujourd'hui, on a toutes ces informations simultanément disponibles lors du choix des reproducteurs en début de carrière, et par rapport à des objectifs de sélection économique, c'est quelque chose de très important. Ce qui s'ouvre maintenant, je vais vous faire un rappel simplement très rapide et générique des éléments, c'est qu'on s'ouvre sur les éléments de modification ciblée du génome. Alors, si on remonte, c'est déjà une histoire ancienne, hein, les premiers exemples de ces modifications ciblées datent des années 90 chez la souris. Il y a un prix Nobel de médecine en 2007 qui a récompensé des travaux liés à ces modifications ciblées du génome. Mais ce qu'il faut, c'est que pour faciliter ces modifications ciblées, il faut couper l'ADN à l'endroit où on veut faire ces modifications. Et ça, c'est des choses pour lesquelles il y a des travaux très importants de recherche qui ont été conduits depuis de nombreuses années et qui ont abouti avec des techniques de CRISPR-Cas9, donc des ciseaux moléculaires faciles à mettre en œuvre, que l'on peut faire entrer facilement dans une cellule et pour lequel on sait que les sites d'insertion vont pouvoir être facilement programmables. Donc ça a aujourd'hui vraiment révolutionné les modifications ciblées du génome et c'est certainement l'étape après des outils à utiliser ou utilisables en sélection en intégrant bien sûr l'ensemble des dimensions d'acceptation sociétale et de faisabilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type d'outils? On peut interrogresser des mutations causales. En 2021, il y avait une trentaine de papiers scientifiques qui reportaient ce type de résultats expérimentaux sur des animaux, hein,
Donc, au lieu de faire de l'introgression par un croisement initial et puis après par des backcross qui prennent un nombre important de générations, on peut travailler par de la modification du génome. Il y a des exemples de vaches sans cornes en 2016, hein, alors que par exemple, si on prend en France les schémas qui ont été conduits depuis les années 90, l'expression de gènes sans cornes, par exemple, dans la population charolaise, et encore avec des outils de suivi des gènes qui étaient vraiment très très faibles au départ, c'est vraiment effectivement un grand nombre de générations qu'il a fallu mettre en œuvre. L'étape d'après, c'est de multiplexer l'introduction de plusieurs allèles dans une plante ou dans un animal. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple chez les animaux publiés à titre de recherche. Par contre, on est capable, il y a eu des expériences sur des tomates, à la fois permettant d'éditer 4 gènes différents de floraison, de taille, de nombre et de tolérance au sel pour produire une nouvelle variété de tomates. Alors, sur le plan législatif et sur le plan de l'acceptation sociétale de ces éléments, sur la partie animale et sur la façon dont c'est perçu par les acteurs du dispositif de génétique animale, je vous renverrai aux travaux qui ont été faits sur le GIS Avenir Élevage il y a de ça quelques années. Et sinon, on s'aperçoit que les autorisations sont données au cas par cas dans différents pays actuellement. Au niveau européen, il y a un texte en phase finale de discussion pour autoriser certaines formes de modification ciblée du génome uniquement chez la plante. Alors, c'est de la mutagénèse ciblée et de la cisgénèse, avec des débats complexes entre les parties prenantes sur l'assimilation ou non aux OGM de ces technologies et sur les législations associées qu'il faut leur appliquer, en particulier l'articulation avec le règlement Novel Food européen. Sur les animaux, au niveau européen actuel, on est dans la phase de recueil d'avis scientifique avant toute action politique. Voilà. Alors, il y a un préalable quand même avant de faire des outils tels que ceux que je viens de vous développer, c'est de connaître les performances des animaux et de les mettre en œuvre, de mettre en œuvre leur récolte. C'est ce qu'on va voir dans les 2 premiers exposés de ce webinaire. On ne peut agir que sur nos mesures de façon suffisamment fiable et précise, hein. Mike Coffey, qui est un chercheur d'Édimbourg, avait dit en 2011 qu'au pays de la sélection génomique, le phénotype est roi. Et puis, c'est ce qui permet de faire des progrès, soit dans de la récolte massale d'informations, ce qu'on va voir avec les travaux de Grégoire Perrault et de Jean-Pierre Bidanet qui vont vous être présentés, ou alors, dans certains cas, on est obligé de faire des informations ciblées, des recueils ciblés d'informations, et c'est ce que va vous présenter après Arnaud Delafosse du GDS de Lens. Et puis, au-delà du recueil de cette information, je voudrais dire qu'il est très important d'en assurer la gestion sur le long terme, hein. La génétique est une science de la donnée. Et pour les espèces à intervalle de génération long, les données sont utilisées pendant plusieurs dizaines d'années sur des pas de temps de 40 ou 50 ans. Voilà. Je vais vous laisser maintenant avec les exposés plus spécifiques une fois cette introduction réalisée. Merci pour votre attention. Pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure et pour laquelle je n'avais pas les éléments, donc les précisions sur les index de paratuberculose actuellement sont inférieures à 0,50, hein. L'irritabilité du caractère est aux alentours de 0,14. Et donc, c'est pour ça qu'on passe par des classifications, des attributions d'animaux en classe et pas une restitution individuelle de valeurs génétiques. Et c'est aussi pour ça qu'en normand, où la base de référence était beaucoup plus petite, il a fallu attendre de grossir la base de référence avant de pouvoir publier les premières informations, même sous forme de classe.